Il n'a aucun antécédent pédophile. Et il va se montrer incapable d'expliquer son passage à l'acte. Ouvrons ensemble la cote B du dossier d'instruction de Nicolas Plantu. Europe 1, Christophe Ondelatte. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Ondelatte raconte. Cote B sur Europe 1. Le 5 novembre 2011, à 19h, les parents d'Océane, 8 ans, alertent la gendarmerie. La gamine a disparu alors qu'elle allait chercher un jeu vidéo chez une copine qui habite à moins de 200 mètres de chez eux. Le lendemain matin, à 10h30, une habitante du village découvre le corps d'Océane dans un chemin à 3 km de chez elle. Océane a le pantalon baissé, elle a sa culotte à l'envers et il lui manque une chaussure. Pour tenter d'établir le profil du tueur, la section de recherche de la gendarmerie de Nîmes sollicite l'aide des profilers du département des sciences du comportement. On a été appelés quasiment immédiatement, puisque Océane Luna, elle est probablement tuée la veille. Chef d'escadron Audrey Renard, profileuse au département des sciences du comportement de la gendarmerie. Les enquêteurs sont en recherche hyper active de l'individu qui est dans la nature et qui s'en est pris violemment et sauvagement à une petite fille. Donc là, vraiment, la pression du magistrat, de la hiérarchie, des médias est palpable, c'est très intense. Son corps a été retrouvé ce matin à plus de 2 km de son domicile. Elle avait disparu hier soir et d'après les dernières informations du procureur de la République, Alain Racco, la petite fille de 8 ans a été tuée à l'arme blanche. Oui, d'après les premières constatations, Océane a reçu 4 coups de couteau dans la poitrine, dans la région du cœur. Le père de la fillette a expliqué aux gendarmes qu'il l'avait lui-même envoyée vers 19h chercher un jeu vidéo chez des voisins qui habitent à 300 mètres de là. 80 gendarmes et de nombreux habitants de Bellegarde l'ont cherché tard dans la nuit jusqu'à 3h30 du matin, en vain. Son corps a été retrouvé vers 10h30 du matin, à plus de 2 km de là, vous l'avez dit. Le procureur de la République de Nîmes, Robert Gély, s'est rendu à Bellegarde tout à l'heure pour faire le point de l'enquête. À ce stade, nous ne sommes pas en mesure d'indiquer s'il y a eu agression sexuelle. Ce que je peux simplement dire, c'est qu'elle était vêtue, mais le pantalon était baissé. Et l'état dans lequel se trouvait la petite Océane laisse à penser qu'elle avait été transportée là. Aucune trace en effet de boue ou de salissure sur les habits de la fillette alors qu'il pleuvait des cordes hier soir dans le Gard. Les enquêteurs sont pratiquement convaincus que le corps a été déposé là ce matin par le meurtrier. Une autopsie sera pratiquée demain. Là, on arrivera pour assister à l'autopsie. Les autopsies, en général, ça reste quand même des moments très particuliers, un peu hors du temps. On est à la fois focalisé sur ce qu'on est en train de faire et en même temps, si on prend un petit peu de distance sur là où on est et ce qu'on est en train de voir, ça paraît quand même assez étrange. Elle va durer 8 heures. C'était vraiment très très long. Il y avait pourtant 3 médecins légistes qui ont pratiqué l'autopsie, mais je pense qu'ils étaient vraiment dans le souci du détail. C'était très long, très fastidieux. C'était un moment complexe.
Peugeot. Vous connaissez le dicton « On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression ». Et quand on est pro, la première impression, c'est aussi son véhicule. Alors venez vite découvrir la nouvelle gamme utilitaire Peugeot. Démarquez-vous avec son design distinctif et sa modularité exceptionnelle. Et avec près de 20 systèmes d'aide à la conduite, vous arriverez chez vos clients dans les meilleures conditions pour faire une deuxième bonne impression. Et jusqu'au 30 avril, Peugeot vous offre 3 mois de loyer pour tout achat d'un nouvel utilitaire en crédit bail. C'est le moment d'en profiter. Voir conditions en point de vente et sur Peugeot.fr. Europe 1. On de la raconte. Christophe Ondelatte. Un soir de novembre 2011, à Bellegarde, près de Nîmes, Nicolas Blondiot enlève et tue une petite fille de son village, Océane, 8 ans. Il n'a aucun antécédent pédophile. Et il va se montrer incapable d'expliquer son passage à l'acte. Ouvrons ensemble la cote B du dossier d'instruction de Nicolas Blondiot. Europe 1. Christophe Ondelatte. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. On de la raconte. Cote B sur Europe 1. Le 5 novembre 2011, à 19h, les parents d'Océane, 8 ans, alertent la gendarmerie. La gamine a disparu alors qu'elle allait chercher un jeu vidéo chez une copine qui habite à moins de 200 mètres de chez eux. Le lendemain matin, à 10h30, une habitante du village découvre le corps d'Océane dans un chemin à 3 km de chez elle. Océane a le pantalon baissé, elle a sa culotte à l'envers et il lui manque une chaussure. Pour tenter d'établir le profil du tueur, la section de recherche de la gendarmerie de Nîmes sollicite l'aide des profilers du département des sciences du comportement. On a été appelé quasiment immédiatement, puisque Océane Luna, elle est probablement tuée la veille. Chef d'escadron Audrey Renard, profileuse au département des sciences du comportement de la gendarmerie. Les enquêteurs sont en recherche hyper active de l'individu qui est dans la nature et qui s'en est pris violemment et sauvagement à une petite fille. Donc là, vraiment, la pression du magistrat, de la hiérarchie, des médias est palpable. C'est très intense. Son corps a été retrouvé ce matin à plus de 2 km de son domicile. Elle avait disparu hier soir et d'après les dernières informations du procureur de la République, Alain Racco, la petite fille de 8 ans a été tuée à l'arme blanche. Oui, d'après les premières constatations, Océane a reçu 4 coups de couteau dans la poitrine, dans la région du cœur. Le père de la fillette a expliqué aux gendarmes qu'il l'avait lui-même envoyée vers 19h chercher un jeu vidéo chez des voisins qui habitent à 300 mètres de là. 80 gendarmes et de nombreux habitants de Bellegarde l'ont cherché tard dans la nuit jusqu'à 3h30 du matin. En vain, son corps a été retrouvé vers 10h30 du matin à plus de 2 km de là, vous l'avez dit. Le procureur de la République de Nîmes, Robert Gély, s'est rendu à Bellegarde tout à l'heure pour faire le point de l'enquête. À ce stade, nous ne sommes pas en mesure d'indiquer s'il y a eu agression sexuelle. Ce que je peux simplement dire, c'est qu'elle était vêtue, mais le pantalon était baissé. Et l'état dans lequel se trouvait la petite Océane laisse à penser qu'elle avait été transportée là. Aucune trace en effet de boue ou de salissure sur les habits de la fillette alors qu'il pleuvait des cordes hier soir dans le Gard. Les enquêteurs sont pratiquement convaincus que le corps a été déposé là ce matin par le meurtrier. Une autopsie sera pratiquée demain. Là, on arrivera pour assister à l'autopsie.
Les autopsies, en général, ça reste quand même des moments très particuliers, un peu hors du temps. On est à la fois focalisé sur ce qu'on est en train de faire et en même temps, si on prend un petit peu de distance sur là où on est et ce qu'on est en train de voir, ça paraît quand même assez étrange. Elle va durer 8 heures. C'était vraiment très très long. Il y avait pourtant 3 médecins légistes qui ont pratiqué l'autopsie, mais je pense qu'ils étaient vraiment dans le souci du détail. C'était très long, très fastidieux. C'était un moment complexe. Ça date de 2011. C'est encore assez frais dans ma tête. Je pense que c'est un des dossiers qui m'a le plus marqué. Selon le légiste, Océane a été étouffée par un étranglement et un bâillonnement. Et alors qu'elle agonisait, elle a été frappée par une arme blanche. Il révèle 4 plaies au niveau du thorax, dont une mortelle au niveau du cœur. Il se trouve que cette petite fille, on est un samedi soir, elle décide d'aller, avec l'autorisation de ses parents, chercher un jeu vidéo chez un voisin. Il y a à peine 200 mètres à faire, dans les ruelles d'un petit village du Gard, où il y a assez peu de passages. En plus, la circulation des véhicules dans ce village est assez compliquée. C'est des toutes petites rues, à sens unique pour la plupart. On est samedi soir, on est au mois de novembre, il fait nuit, il pleut. Et cette petite fille a vraiment peu de mètres à faire pour arriver à son point de destination. Et elle disparaîtra sur ce trajet-là. Les enquêteurs, au départ, se disent qu'ils ont nécessairement affaire à un prédateur sexuel. C'est la piste qu'ils envisagent tout de suite. Parce que je pense que dans l'inconscient collectif, il ne peut pas en être autrement. C'est-à-dire que c'est forcément quelqu'un qui attend la belle opportunité d'une enfant seule le soir et qui passe à l'acte. Vraiment, c'était la belle aubaine, quoi. Donc les enquêteurs partent dans cet état d'esprit. Je pense que c'était quelque chose qui n'était pas du tout dans l'ordre de ses intentions initiales. C'était quelque chose qui n'était pas du tout préparé. Évidemment, de rencontrer une petite fille dans les ruelles d'un village en plein mois de novembre, qui fait nuit et qui pleuve. Aucun prédateur n'attendrait un enfant à ce moment-là, dans ces conditions-là. Enfin, je veux dire, ou alors c'est pas vraiment un prédateur. C'est-à-dire qu'un prédateur, il va quand même aux endroits les plus opportuns pour trouver la proie qu'il cherche. En l'occurrence, c'était vraiment pas le lieu et le moment approprié. Donc là, on est clairement sur un crime d'opportunité totale. Donc, pour nous, la piste du prédateur bien organisé et ayant des antécédents judiciaires d'agression sexuelle ne nous paraît pas du tout la bonne piste à creuser. Sur le corps d'Océane, les experts relèvent des taches de sperme. L'ADN qui en est tiré est immédiatement soumis au fichier des auteurs d'infractions sexuelles et violentes. Mais ça ne matche pas. Et donc le meurtrier n'est pas un récidiviste. Associé au fait qu'il n'est probablement pas d'antécédents judiciaires, on va estimer que c'est un individu plutôt jeune qui habite les lieux ou connaît les lieux très bien. Peut-être a-t-il déjà croisé la victime d'ailleurs, ça n'est pas impossible, puisque tout le monde se connaît dans le village. Et il se trouve que là, on sait que l'individu a un véhicule, puisque la petite fille est déposée à plusieurs kilomètres de là où elle sera retrouvée. Et donc, il a utilisé un véhicule. Et tous les habitants nous le disent, en fait, un véhicule ne passe pas inaperçu. Les gens se croisent, se reconnaissent. Donc, quelqu'un qui viendrait de l'extérieur à cet endroit-là, pour y faire quoi? On est dans un petit village, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de bar, enfin, il n'y a rien vraiment à y faire, sauf à y vivre ou y aller parce qu'on y est invité. Mais je veux dire, c'est forcément quelqu'un qui connaît très bien les lieux et qui est connu des environs. C'est pas quelqu'un de l'extérieur qui vient dans ce lieu, c'est impossible.
S'il finit par la tuer, c'est peut-être aussi parce qu'il avait commencé une agression sexuelle qui a mal tourné et que peut-être il élimine un témoin potentiel qui aurait pu le dénoncer. Donc on est là-dedans avec un individu qui, nous c'est ce qu'on dit aux enquêteurs, on dit cet individu, il n'est pas habitué à ce type de passage à l'acte. C'est un jeune, inexpérimenté, qui n'a pas atteint son objectif. Il est quand même très probable qu'au moment où on se parle avec les enquêteurs, il soit dans un état de stress assez intense parce que il sait qu'en fait les choses ont totalement dérapé et il n'a absolument pas contrôlé la situation. En plus, il a laissé son ADN. Donc en fait, vraiment, on pense à ce moment-là que l'individu est quelque part peut-être retranché chez lui et qu'il est très stressé. Et il est sous pression. En plus, on n'entend que ça en boucle à la télévision. Pour tous les habitants, évidemment, c'est le choc. Ils témoignent ce matin au micro Europe 1. J'avais souvent passé par là à l'école, là, tout le temps avec le sourire et franchement, je suis dramatisé, quoi. Choqué. Je pensais jamais qu'il se passerait quelque chose comme ça sur ce village, quoi. C'est vrai qu'en grande ville, on voit toujours des choses inimaginables, mais là... Vous êtes inquiète, là, dans le village aujourd'hui ? Un petit peu, ouais. Les gens qui ont des enfants en bas âge, quoi. Personne n'aurait pu imaginer ce drame, hein, c'est normal. Hein. Attends, si on pouvait tous imaginer qu'il allait avoir ça, on serait tous dehors à attendre ce prédateur-là, ce prédateur là. Il y a la haine, pire que la haine, je n'ai pas les mots. C'est quand même vraiment un climat de tension très fort. Et on dit aux enquêteurs qu'il faut absolument profiter de cet état pour le faire, comme on dit, un peu sortir du bois. L'idée, là, c'était de susciter chez lui une réaction visible de son entourage qui nous permette de l'identifier le plus rapidement possible. On va être force de proposition pour le directeur d'enquête en lui disant il faut mettre la pression, il faut faire une vague de prélèvements. Nous avons un ADN, nous savons qu'il est du coin, nous savons que c'est un homme. Prélevons tous les hommes du village dans un premier temps, et puis ensuite on élargira si besoin. On veut que ça panique, on veut qu'il puisse savoir qu'on le cherche activement. Donc en fait, on va mettre beaucoup de gendarmes dans le village. Donc le village, il est teinté de bleu. Donc il y a énormément de gendarmes dans les ruelles du village qui font du porte-à-porte, qui font des auditions du voisinage, qui s'activent. Et si lui habite le village, il est obligé de le constater, en fait. Et effectivement, mis ça bout à bout avec la pression médiatique, c'est une cocotte minute qui est prête à exploser. Et c'est ce qu'on cherche, en fait. Les gendarmes décident alors de prélever l'ADN de tous les hommes du village, en espérant que ça fasse bouger le violeur et le meurtrier d'Océane. Et ça marche. 3 jours après la mort de la petite fille, un homme se dénonce à la gendarmerie. Il est du village, il s'appelle Nicolas Blondiot, il a 25 ans. Dans le petit village où l'homme habite depuis 2 ans, ceux qui le connaissent le surnomment Blanco à cause de son teint très pâle, presque livide, nous dit-on. 25 ans, père de famille, de taille moyenne et plutôt mince. C'est un ancien charcutier qui depuis quelque temps enchaîne les petits boulots, des missions en intérim qu'il effectue notamment aux espaces verts de la ville. Originaire du Nord, il passe d'abord quelques années dans un quartier de la banlieue nîmoise avant de s'installer à Bellegarde avec sa femme et ses 3 enfants dans un appartement situé juste en face de l'église du village. Et les conditions dans lesquelles il va révéler les faits sont quand même assez inhabituelles.
Maître Laurence Bourgeon, avocate de Nicolas Blondiot. Il est avec sa compagne. Il va entendre les gendarmes qui passent. Il sait que des tests ADN vont être faits sur les gens du village, dont lui, bien entendu. Et à ce moment-là, il s'écroule en pleurs et il dit à sa femme que c'est lui qui a commis les faits. Au moment où passent les gendarmes, selon lui, il se dit, ils sont venus pour moi, ils vont m'arrêter, ils vont savoir. Donc il y a une pression qui se passe pour lui et il se sent obligé de parler. C'est pas quelqu'un qui avait des antécédents de cette nature, c'est pas quelqu'un qu'on peut présenter comme étant attiré spécifiquement par des enfants ou des adolescents. Donc ça peut être le poids de ce qu'il a commis, puisqu'il est quand même le père de plusieurs enfants. Donc c'est difficile de savoir pourquoi est-ce qu'il s'effondre, mais en tout cas, il va expliquer que le jour où tout se passe, il est pas bien, qu'il va avoir consommé de l'alcool, il est séparé de sa femme, mais il retourne régulièrement chez elle pour s'occuper des enfants. Les faits vont se passer. Donc c'est quand même très inhabituel d'avoir quelqu'un qui vient et qui dit à sa femme, c'est moi, je me rappelle plus de rien, mais c'est moi, voilà. Et il va dire, je vais chez les gendarmes. On de la raconte, Code B, la suite de votre épisode. Globalement, Monsieur Blondiot, c'est un homme qui a souffert dans son enfance par rapport à la séparation de ses parents. Il avait 3 ans de la séparation. Maître Laurence Bourgeon, avocate de Nicolas Blondiot. Il est très négatif sur sa mère. Alors, c'est son ressenti ou c'est une vérité, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un qui se retrouve en situation où il se trouve rejeté par sa mère. Il décrit quelque chose qui est abominable. Il dit que pour lui, sa mère ne le voulait pas et que lorsqu'elle était enceinte, elle se portait des coups de poing dans le ventre. Donc il a vraiment cette image-là. La mère n'a bien sûr pas du tout la même position, mais lui s'estime rejeté. Les parents sont séparés, m'a-t-il dit, à la suite des infidélités d'une mère qu'il décrit comme totalement inconséquente, totalement instable, médicalement beaucoup. Danielle Cani, experte psychologue. Qu'elle a laissé des dettes à son père, qu'elle faisait des crédits au nom de son père. C'est une femme qui est décrite comme sans aucune fiabilité et qui, par la suite, après la séparation, a eu d'autres enfants dont elle s'est occupée au détriment des précédents, lui et sa sœur. Et finalement, il ne s'est pas du tout entendu avec elle. La relation à la mère est une relation qui est marquée par le délaissement, sinon l'abandon. S'il n'y a pas de maltraitance physique caractérisée, il y a quand même un contexte abandonnique, un délaissement et un manque de confiance dans le personnage maternel, qui représente quand même un tutorage primordial, important. Et dans la mesure où il fait défaut, évidemment, ça compromet en grande partie le développement de la personnalité. Code B22, expertise psychologique de Danielle Cani. Nicolas Blondiot a grandi dans le Nord, chez sa mère, jusqu'à l'âge de 12 ou 13 ans. Puis il est parti vivre chez son père et il nous dit « J'y suis allé pour les vacances, je ne suis pas revenu chez ma mère. » Il va être recueilli quand son père va se marier avec une autre femme. Cette femme va s'occuper de lui comme sa mère. Et d'ailleurs, elle est très très présente dans sa défense, elle est très présente à ses côtés. Ce qui est édifiant quand on recevait, je vais dire les parents, même si c'est le père et la belle-mère, c'est que ils ont toujours été catastrophés de ce qu'il avait commis comme fait, mais en disant c'est très dur, maître. C'est très dur parce qu'en fait, quoi qu'il ait fait, ça reste notre enfant. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a été choyé et aimé par ce père et cette belle-mère, mais qui a cette fêlure avec la mère qui l'a rejeté. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas bien à la base. Code B3, enquête de personnalité de Karine Poulain. Après un parcours scolaire médiocre, Monsieur Blondiot n'a obtenu aucun diplôme puisqu'il échoue à son CAP de carrosserie. Il débute son parcours professionnel constitué d'expériences multiples et variées.
Ce parcours reflète la capacité de M. Blondiot à trouver un emploi, mais aussi un manque de constance, une tendance à l'instabilité et à la lassitude. Lorsqu'il est motivé, il est capable d'être sérieux, compétent et d'apporter entière satisfaction à un employeur. Au fur et à mesure, on a commencé à voir quelqu'un qui était un peu fragile, qui va expliquer que lorsqu'il avait 17-18 ans, il a consommé de l'alcool et des stupéfiants, qu'il se serait arrêté lorsqu'il est devenu papa. Alors, il est père d'enfants, 3 enfants, mais ce qu'il explique aussi, c'est qu'en fait, c'était trop tôt. Et ça, les experts le retiennent. C'est quelqu'un qui est totalement immature. Au point de vue psychologique, on est dans un contexte très infantile. Alors, il a des vies de couple, il a eu 2 relations sérieuses. Et en fait, ce sont des relations qu'il n'a pas investies dans la mesure où il a continué à se comporter comme s'il était toujours célibataire, c'est-à-dire à sortir pour faire la fête avec les copains et à boire de l'alcool et à fumer du cannabis. Donc il a continué à se comporter comme s'il était toujours célibataire, comme s'il avait 15 ans. Je crois qu'il n'est jamais sorti en fait de ses années d'adolescence. Totalement immature, totalement inconséquent. Et on se rend compte dans ce dossier qu'il est devenu père trop tôt, il le voulait pas forcément. La juge d'instruction s'était même posé des questions en lui disant que dans son parcours sentimental, on relève toujours qu'il a toujours eu, chaque fois qu'il avait une compagne, un enfant qui arrivait. Puisqu'on a une autre femme avec qui il a eu, elle est tombée enceinte et ils ont mis fin à cette grossesse. Donc la question c'était de se poser pourquoi il y avait toujours une parentalité dès qu'il était avec une femme. Mais c'était trop tôt. C'est-à-dire ces femmes expliquaient que il n'était pas forcément d'accord pour avoir un enfant, puis que finalement il disait oui, et il se retrouvait déjà très immature par sa personnalité, mais en plus père peut-être un peu trop tôt. Il avait aussi des problèmes financiers, il était interdit bancaire, il avait fait des dettes assez importantes. Donc c'est quelqu'un qui perd peu à peu la maîtrise de son existence, et je dirais même qu'en fait la maîtrise de son existence, il ne l'a jamais eue. C'est une démarche existentielle qui témoigne au contraire d'une absence de contrôle. Il le sait, il le dit. Il dit « je me suis enfoncé beaucoup, je me suis laissé aller ». Il est conscient des difficultés, mais il ne parvient pas à les corriger. Il décroche. Quelqu'un qui n'est pas du tout apte à gérer sa vie. Alors, il faut replacer le passage à l'acte dans ce contexte psychologique. Code B22. Expertise psychologique de Daniel Cani. Nicolas Blondiot ne se situe pas dans une dimension de toute puissance. Il est plutôt dépassé par l'ampleur d'un geste trop grave pour lui. C'est quelqu'un qui n'assume rien. Il va tuer cet enfant parce qu'il a peur qu'elle le dénonce. Donc le passage à l'acte meurtrier, il est facile à comprendre. En revanche, on a un peu de mal à comprendre le passage à l'acte sexuel. Alors il donne une petite piste. Il a parlé de faits le concernant où il aurait subi des attouchements. Lui, il dit qu'il avait 12-13 ans. En fait, il semblerait qu'il avait 17 ans. Et il aurait été violé par un de ses cousins avec qui il dormait ce jour-là. Il s'agit d'actes de fellation alors qu'il dormait. Lui, il dit, l'auteur, il a été condamné, mais pas à grand-chose, à une amende. On se rend compte que c'est faux, en fait, c'est 6 mois. Par contre, on sait que c'est quelque chose qui l'a beaucoup impacté, qu'il a fait des cauchemars, et il aurait eu un suivi, mais peut-être pas assez important, selon les experts qui ont l'air de se recouper là-dessus en étant d'accord. Code B22. Expertise psychologique de Daniel Cani. Nicolas Blondiot éprouve pour son agresseur une haine qui lui donne envie de tuer, car sa vie sexuelle a souffert de ce vécu. Il nous dit « Ça m'avait bloqué quand j'ai eu mon premier rapport sexuel et lors des fellations, ça me coupe l'envie. » Il n'est pas impossible que ce vécu ait favorisé le passage à l'acte agressif sexuel. Nicolas Blondiot a pu agresser Océane afin de se venger ou de rejouer une scène similaire dans le but de l'exorciser.
de ces dossiers-là, ça c'est sûr. La cour! Mais nous, on est du côté du banc de l'accusé et on est là pour comprendre l'incompréhensible. Et ce qui est déstabilisant, c'est que même lui ne comprend pas, mais qu'il a envie de comprendre. Parce qu'on a des fois des personnes, en fait, qui vivent avec et qui ne veulent pas comprendre parce que ça fait partie d'eux-mêmes et ils ont un côté sombre, vous voyez. Et lui, ce côté sombre, il l'admet pas et c'est quelque chose qui le blesse et il a besoin de comprendre. Voilà. Donc, c'est aussi déstabilisant et c'est encore plus fort à défendre parce qu'on se dit que cet homme, il a commis des faits, mais que c'est pas sa personnalité et c'est pas ces faits-là qui déterminent qui il est. Quel que soit l'adversaire, il faut y aller. C'est-à-dire, soit on prend un dossier et on y va à fond, soit on ne prend pas le dossier. Donc là, bien sûr que ma morale, je dois la mettre de côté et que je suis là pour défendre un homme, des faits qu'il a commis, mais un homme. Et puis, le fait, vous savez, d'être en défense veut dire qu'on n'aborde pas la personne de la même manière. Le dossier reste le même, mais la personne, on l'aborde pas pareil, parce que on apprend à la connaître, on essaie de comprendre son vécu, on sent sa souffrance, et puis surtout quand il en parle, parce que c'est quelqu'un qui écrivait, donc on recevait des lettres dans lesquelles il nous parlait, donc c'est un côté aussi quelque part injuste de se dire que si on se bat pas pour lui, on va le laisser condamner pour des faits, alors qu'en fait on est en train de juger des faits, et des faits commis par un homme.